ce lundi à Thiès au Sénégal. Le Mali y prend part. L'actualité des sports, ce sera avec Daouda Kone en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les détenteurs d'unités de mesure invités à adhérer aux exigences de la métrologie pour une fiabilité des dites mesures. Oui, nous sommes le 20 mai et comme tous les ans, c'est la journée mondiale de la métrologie. Il s'agit d'une science qui s'applique à tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées, qu'il s'agisse de kilogrammes, de kilomètres, de kilowatts, de litres ou de mètres cubes ou même de mètres carrés. Les autorités maliennes veulent renforcer le cadre législatif en la matière. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Industrie et du Commerce, au nom de son collègue des Transports et des Infrastructures, invite les Maliens à œuvrer à la promotion de la discipline. Le commentaire de Fadem Bakita. La journée mondiale de la métrologie, née de la signature de la Convention du mètre en 1875, nous invite à poser les fondements d'un système mondial de mesures appropriées, essentiel non seulement pour les découvertes et les innovations, mais aussi pour la production industrielle. Le thème de cette année, la durabilité, est l'occasion pour plus de 80 pays de veiller à l'amélioration et à la protection de notre cadre de vie. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie, du Commerce. Le thème choisi cette année 2024 est la durabilité. Ce thème a été choisi afin d'attirer l'attention des décideurs politiques sur le rôle que la météorologie joue dans la réalisation d'une économie et d'un environnement durable à l'échelle mondiale et internationale. La mesure de la consommation énergétique dans les industries, les bâtiments et les transports, la gestion des ressources naturelles dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture, la foresterie, l'identification des sources de pollution et la définition d'objectifs de protection de l'environnement sont indispensables pour la réalisation d'une économie et d'un environnement durable. Le ministre tient au renforcement du cadre législatif à travers l'application de la loi du 4 février 2016. Cette loi institue le système national de métrologie conforme aux normes communautaires et internationales. Cette journée me donne l'occasion de saluer le rôle de tous ceux qui travaillent dans les structures publiques et privées et les laboratoires de métrologie. Il nous donne l'assurance que tout ce que nous consommons ou utilisons sont conformes aux normes de qualité et de quantité requises. Je saisis également cette occasion pour inviter tous les détenteurs d'instruments de mesure, particulièrement ceux évoluant dans les domaines des transactions commerciales, de la production industrielle, de la santé et de la protection de l'environnement, à adhérer aux exigences de la météorologie pour la fiabilité des mesures et de leur conservation. C'est en novembre 2023 que l'Assemblée générale de l'UNESCO, lors de sa 42e session, a proclamé officiellement le 20 mai de chaque année Journée mondiale de la météorologie. 7h05, l'actualité hors de nos frontières. Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un accident d'hélicoptère survenu hier dans une zone montagneuse de son pays. Le gouvernement de Téhéran a confirmé la nouvelle annoncée par plusieurs médias. Tous les passagers de l'appareil, parmi lesquels figurait notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, ont péri dans l'accident selon la télévision d'État. Ebrahim Raïssi, qui avait le titre d'ayatollah donc, présidait la République islamique depuis près de 3 ans, considéré comme un ultra-conservateur. Il avait été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d'un scrutin marqué par une abstention record. La presse officielle à Téhéran a indiqué que l'accident a été provoqué par les mauvaises conditions météorologiques qui ont par ailleurs compliqué les efforts de recherche. En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ancien président Ari Konan Bédié ont débuté hier soir à Abidjan, des funérailles qui interviennent 10 mois après son décès le 1er août dernier à l'âge de 89 ans. La présentation des condoléances à la résidence familiale constitue la première étape de 2 semaines d'hommage national. Personnalités politiques, présidents d'institutions et membres du gouvernement sont venus exprimer leur compassion à la famille éplorée. Bien avant d'accéder à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a dirigé l'Assemblée nationale durant 13 ans. Le président du Kenya, William Ruto, attendu aujourd'hui aux États-Unis pour sa première visite d'État dans le pays. Cela fait plus de 15 ans qu'un leader africain n'a pas été reçu en visite d'État par Washington. William Ruto va d'abord passer 2 jours à Atlanta, puis se rendra ensuite à Washington où il sera reçu par son homologue Joe Biden à la Maison-Blanche. Ce sera jeudi prochain, une visite qui marque une consolidation des relations entre les États-Unis et le Kenya. Selon Nairobi, plusieurs sujets
Seront évoqués parmi eux les relations commerciales entre les deux pays, les investissements économiques, mais aussi différents dossiers sécuritaires. Le Soudan, un calme précaire règne à El Fasher, capitale du Darfour du Nord. Les forces de soutien rapide du général Hamdan Dagalo ont lancé vendredi dernier une offensive sur cette ville, attaquant à plusieurs reprises les positions de l'armée du général Al-Bourhan. Et contrairement aux autres villes du Darfour, El Fasher a réussi à résister aux attaques des paramilitaires. L'armée soudanaise, qui a été chassée de ses autres positions au Darfour, a regroupé ses effectifs dans cette dernière grande ville encore sous son contrôle. Les rangs de l'armée ont également été renforcés par deux importants groupes armés du Darfour basés à El Fasher, deux groupes qui ont donc renoncé à leur neutralité pour se battre aux côtés de l'armée. Le calme est de retour à Kinshasa après une tentative de coup d'État. L'armée de la République démocratique du Congo a en effet annoncé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État ayant donc, selon elle, impliqué des étrangers et des Congolais. Selon diverses sources, des tirs avaient été entendus à l'aube aux abords du palais de la Nation après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'économie Vital Kamerhe. L'armée assure maîtriser désormais la situation. Des milliers de personnes ont défilé hier dans les rues de Bruxelles pour demander un cessez-le-feu à Gaza et des sanctions contre Israël. C'est la 6e grande marche en soutien à la Palestine organisée dans la capitale européenne, une manifestation à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile belge comprenant des collectifs palestiniens et une association juive. Pendant ce temps, le chef humanitaire de l'ONU met en garde contre les conséquences apocalyptiques du blocage de l'aide à Gaza. Martin Griffiths pointe du doigt le risque donc de famine dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Rendons-nous à présent en Indonésie. La capitale Bali abrite à partir de ce lundi le 10e forum mondial de l'eau. L'eau pour une prospérité partagée, tel est le thème retenu pour cette rencontre. L'eau est source de vie, mais l'eau potable n'est de loin pas la denrée la plus répandue. La rendre disponible partout sur la planète, c'est l'objectif de la rencontre de Bali. Notre pays, le Mali, y est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Envoyés spéciaux à Bali, Khadijatou Kone et Aloubé Kone. Bali, cette ville de l'Indonésie avec plus de 4 millions d'habitants, reçoit le monde entier pour le 10e Forum mondial de l'eau qui va durer une semaine. Ce sommet se tient à un moment où les statistiques révèlent que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Un chiffre alarmant qui incite à attirer l'attention des décideurs sur les défis et enjeux liés à l'eau. La rencontre rassemble de nombreux acteurs politiques, institutionnels, bailleurs, privés, organisations de la société civile, agences intergouvernementales, acteurs de la recherche qui partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs pratiques sur un large éventail de sujets liés à l'eau. Au Mali, donner de l'eau potable à tous est l'une des priorités du président de la transition. À travers ses œuvres sociales, Colonel Assimi Goïta a mis à la disposition des populations à ce jour plus de 340 forages à travers le pays. À cette action s'ajoute la politique gouvernementale visant à faciliter l'accès à l'eau potable aux Maliens, notamment en milieu rural et périurbain. À ce forum de Bali, le Mali est donc représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Notre pays a l'occasion de porter un message fort sur l'eau à ce grand rendez-vous qui a pour thème l'eau pour une prospérité partagée. Pour rappel, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Le Forum de Bali souhaite ainsi une synergie d'efforts pour mettre fin à cette problématique liée à l'eau. Bali, Khadijatou Kone, Aloubé Kone pour l'ORTM. Retour ici au Mali, dès ce mois de mai, le monde scolaire entre de plein pied dans la période des examens de fin d'année. Ils s'étendront donc ces examens jusqu'au mois d'août et l'administration scolaire est déjà à pied d'œuvre. Toutes les dispositions sont prises ou sont envisagées pour réussir des examens propres où il n'y aura pas de place pour des pratiques comme la fraude ou la fuite des sujets. C'est en tout cas l'engagement pris devant la presse par les responsables en charge de l'école avec à leur tête le ministre de l'Éducation nationale. Le reportage de Fadema Keita. Informer les médias sur les dispositions prises et en cours pour que les examens qui sanctionnent la fin de l'année académique 2023-2024 soient transparents et crédibles, c'est l'objectif de ces déjeuners de presse organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Du choix des sujets à l'acheminement des confidentiels aux gouverneurs, préfets, chefs des centres, un système de surveillance est mis en place pour qu'il n'y ait pas de fraude avant et pendant les examens. Mahamadou Keita,
directeur national du Centre national des examens et concours de l'éducation. Déjà, les zones qui sont difficiles d'accès, notamment Kidal, Menaka, Gao, Tombouctou, Rarousse, Douanza, Banyangra et Tenenkun, ont déjà tout leur matériel d'examen sur place. Donc même si on doit faire les examens demain, ils sont prêts. Pour les autres académies, nous sommes en train d'acheminer le matériel progressivement. Elles sont en train de venir enlever leur matériel, car à ce niveau aussi, il n'y a aucun problème, le matériel est disponible. Et nous sommes fin prêts pour ces examens-là. À travers des réponses satisfaisantes données aux questions posées par les journalistes, tout porte à croire que l'année scolaire qui a été normale sera couronnée d'examens organisés à hauteur de souhait. Amadou Sy Sabané, ministre de l'Éducation nationale. Nous avons bénéficié d'un certain apaisement du climat scolaire et cet apaisement nous a permis de fixer les dates des examens dans des périodes raisonnables. Donc nous avons jugé utile de programmer l'examen de baccalauréat après la fête de Tabaski. Nous avons apporté des innovations au niveau des examens de l'enseignement technique professionnel, notamment au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet de technicien. Contrairement aux autres années, nous avons changé le mode de passage des épreuves pratiques de ces deux examens. Ces épreuves avaient lieu avant les épreuves écrites. Cette année, il est prévu d'anticiper le passage des épreuves pratiques des examens du CAP et du BT. Des examens transparents, c'est-à-dire sans fuite, sans fraude et sans faux sujets, nécessitent non seulement l'implication de toute la pyramide scolaire, mais aussi de celle des parents d'élèves, des comités de gestion scolaire et des partenaires de l'école. Le grand format du lundi à présent, c'est le moyen de transport le plus utilisé par le commun des Bamakois. Tous les jours, ils sont des milliers et des milliers à se déplacer dans la capitale à bord des Sotrama, ces minibus qui assurent le transport en commun. Si vous êtes un habitué de ces moyens de transport, vous le savez sans doute, les trajets sont souvent très animés. Tous les sujets du quotidien y sont débattus. Une ambiance particulière dans un regroupement circonstanciel. Notre chroniqueur du lundi nous propose de commencer notre journée par un voyage en Sotrama. Voici le grand format du lundi. Les Verts de Bamako, comme on surnomme les Sotrama, sont incontournables pour les transports. Chaque jour, ce sont des centaines de personnes qui les empruntent. Et dans ces moyens de transport, tout se discute de la situation du pays, au mauvais comportement des apprentis et même des chauffeurs. Nous avons pris place dans une Sotrama à l'heure de pointe. À bord de ces véhicules, des élèves, étudiants, vendeurs et travailleurs de l'État pour différentes destinations, avec un point commun, arriver à temps à l'école, au service ou encore au marché. Seulement voilà, dans ce moyen de transport, les places ne sont jamais totalement occupées. En d'autres termes, les passagers sont entassés comme une boîte de sardines, entre guillemets, comme se plaignent cette passagère. S'il faut payer ton transport et ne pas être à l'aise, c'est de notre faute. Dans cette Sotrama, il est difficile de faire un moindre geste. Les passagers sont coincés dans un véhicule, à peine si l'air rentre en cette période de forte chaleur. Cet autre passager n'imaginait pas être dans une telle condition de transport. Lui qui a toujours refusé d'embarquer dans une Sotrama remplie. De la mosquée, je viens directement au bord de la route. Et je regarde dans la Sotrama. S'il n'y a pas assez de monde, j'embarque. Mes problèmes, souvent ils nous transfèrent en plein trajet dans un autre véhicule. En dépit des conditions de transport souvent très difficiles, on n'hésite pas à engager de véritables discussions autour de la vie privée de certains voisins. Au menu de ces jours, les relations entre sa fille et son mari. Ce dernier aurait décidé de prendre une seconde épouse. Cette affaire qui devait rester entre les quatre murs se retrouve ainsi sur la place publique, disons dans une Sotrama. Si sa fille avait pris soin de son mari, il n'allait pas chercher une seconde épouse. Pourtant, elle est aimée par son mari.
Ces discussions vont donc se poursuivre jusqu'à la descente de l'une des passagères et dans la plupart des cas, ces personnes se rencontrent pour la première fois. Se connaître d'abord avant tout échange ne semble pas être important. Chacune s'invite au débat pour appuyer ou pour raconter un autre cas. Dans cette discussion très animée, on se soucie moins du regard de l'autre. Ces passagers ne semblent pas être contents de cette visite inopinée dans les jardins d'autrui. Sa mine serrée et le regard de cette dame avec un coin de l'œil en disent long. L'apprenti ne se sent nullement concerné par cette discussion. L'essentiel pour lui, c'est de faire occuper les places déjà libérées. À chaque arrêt, les mendiants affluent pour bénéficier de la générosité des passagers. Des passagers qui tirent sur tout ce qui bouge, des apprentis aux chauffeurs, en passant par d'autres occupants, leur colère s'abat parfois sur tout le monde. Dans leur viseur ce jour précis, le comportement de certains apprentis que les jugent irrespectueux. Nous, les passagers de Sotrama, nous pouvons mettre fin au mauvais comportement de certains apprentis. Nous devons nous unir pour leur infliger une bonne correction. C'est la seule condition pour qu'ils nous respectent. Bien qu'il ne soit pas cité nommément, notre apprenti continue son appel des passagers qui font le même chemin que nous. Le plus important pour lui, qu'elle s'acquitte du prix du transport sans discussion à leur arrivée. Il y a des femmes qui n'ont jamais été battues par leur mari depuis leur mariage jusqu'à aujourd'hui. Il est inadmissible qu'elles soient frappées par des apprentis. Si on n'agit pas à temps, on va regretter un jour. Dans la Sotrama, on raconte également des histoires drôles, comme celle d'une femme folle qui aurait emprunté une Sotrama, à l'apparence une vraie artiste qui maîtrise parfaitement les chansons de Wassoulou. L'histoire est racontée par une passagère qui a assisté à la scène, non pas sans humour. Une femme a emprunté un jour une Sotrama dans laquelle je me trouvais. Apparemment, elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. La radio du chauffeur jouait des musiques de Wassoulou. Chaque fois qu'on jouait un morceau, elle le reprenait exactement comme si elle était l'artiste en question. Elle devait descendre au niveau de la tour de l'Afrique à 300 francs CFA. Mais elle a dit à l'apprenti qu'elle ne paye que 200 francs CFA. J'ai demandé à l'apprenti de ne pas discuter avec elle et d'accepter les 200 francs. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un fleuve de discussion portant sur notre vie au quotidien. Sur un trajet d'une vingtaine de kilomètres, nous avons vu, entendu et concluant par ces constats, la Sotrama est une vraie boîte à révélation. Et si vous ne connaissez pas cet univers, faites-y un tour. Ambiance garantie, le grand format du lundi. C'était une réalisation de Bourama Traoré. L'actualité des sports dans un instant. Les sports à présent donc avec du foot féminin, le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA, des moins de 20 ans, démarre ce lundi. Ce sera à Thiès, au Sénégal. L'équipe nationale dames U20 du Mali participe à ce tournoi. Au plan national, la 28e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi. Le Djoliba AC est à une victoire du titre de champion de la saison 2023-2024. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Daouda Kone. Le Djoliba AC, premier au classement avec 60 points, pourra fêter le titre en cas de victoire cet après-midi face au club olympique de Bamako, premier relégable. Le match se joue au stade Mamadou Konaté à 16h30. Au même moment, ATS de Koro jouera contre l'AS Bakaridjan de Baraouli au terrain du Djoliba AC. L'US Bougouba sera face à l'AS Black Star sur le terrain de l'AS Real à Bako-Djikoroni. La seule rencontre à l'intérieur mettra aux prises l'USC Kita et l'US Bougouni à Kita au stade Lamine Konaté. Ce dimanche, dans le duel le plus attendu de cette 28e journée, le stade malien de Bamako s'est imposé par le minimum d'1 but à 0 face à l'AS Real de Bamako.
Avec cette victoire, les Blancs de Bamako, à défaut d'aller chercher le titre, sécurisent leur deuxième place au classement avec 56 points. La troisième place de l'AS Real, qui est à 6 points de l'AS Bakaridian, quatrième avec 42 points, est menacée. L'USFAS a rendu la tâche plus difficile à l'AS Police en s'imposant par le score de 3-0. L'AS Police, premier non relégable avec 29 points, soit un de plus que le premier relégable, le COB, ne peut espérer que sur une défaite du COB pour ne pas descendre dans la zone rouge. Sur le continent et chez les hommes, en Coupe de la CAF, le Zamalek refait le coup à Berkane et remporte la finale. Vainqueur 2-1 à domicile à l'aller, la RS Berkane a été renversée au Caire par le Zamalek hier en finale retour de la Coupe de la Confédération 1-0. Les Égyptiens, sacrés grâce à la règle du but à l'extérieur, toujours en vigueur dans les compétitions de la CAF. Zamalek rejoint ainsi son victime du jour au palmarès de la Coupe de la Confédération avec 2 sacres. La finale allée de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et Al-Ali d'Égypte s'est soldée par un score nul 0-0. Les deux clubs se retrouveront dans une semaine au Caire pour le match retour. Football féminin, du 20 au 30 mai 2024, l'équipe nationale dames U20 du Mali participera au tournoi de sa catégorie à Thiès, au Sénégal. La compétition regroupera 8 pays, à savoir le Sénégal, pays hôte du tournoi, le Libéria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Mali. Absentes lors des 2 précédentes éditions, les Maliennes participent pour la première fois à la compétition. Le Mali est dans la poule A en compagnie du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de la Sierra Leone et du Libéria. Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Hors du continent, en Angleterre, favori pour le titre de champion d'Angleterre, Manchester City a battu sans trop de difficultés West Ham 3-1 et a logiquement remporté son 10e titre en Angleterre, le 4e consécutif, ce qu'aucun club n'a jamais fait jusque-là. Manchester City devance Arsenal qui a vaincu Everton par le score de 2-1. En Allemagne, vainqueur à domicile d'Augsbourg 2-1 pour la dernière journée du championnat, le Bayer Leverkusen a écrit samedi une page de l'histoire de la Bundesliga en devenant le premier club à terminer une saison invaincue après 34 matchs. En Italie, c'est l'Inter Milan qui a été sacré cette saison. En Espagne, avant-dernière journée, le Real Madrid, déjà champion, n'a pu faire mieux qu'un match nul chez Villarreal alors qu'il menait par 4-1 à la mi-temps. Alexander Sorloth de Villarreal a inscrit un quadruplé et prend la tête du classement des buteurs avec 23 buts. La rencontre s'est soldée par le score nul de 4 buts partout. Il reste une journée pour mettre fin à la saison 2023-2024 de la Liga espagnole. France pour terminer. Brest est récompensé de son admirable saison. Large vainqueur à Toulouse ce dimanche 3-0. Les coéquipiers de Kamori Doumbia ont profité du nul de Lille contre Nice 2-2 pour s'assurer de la 3e place de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. À signaler que Paris Saint-Germain est déjà champion de France. Voilà, donc c'était les sports, l'actualité des sports. Donc le rappel du sommaire de ce journal dans un petit instant. Si vous évoluez dans le domaine des transactions commerciales, ce message vous concerne particulièrement. Vous êtes invité à adhérer aux exigences de la métrologie pour une fiabilité des mesures. Nous sommes le 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie, cette science qui s'intéresse à tous les domaines où des mesures quantitatives, sont effectuées. L'eau est source de vie, mais l'eau potable n'est de loin pas la denrée la plus répandue ni la mieux partagée, la rendre disponible partout sur la planète. C'est l'objectif du 10e Forum mondial de l'eau. Il a ouvert ses portes ce lundi pour une semaine à Bali, en Indonésie. Objectif donc, rendre l'eau potable disponible partout sur la planète. Une délégation malienne conduite par le ministre en charge de l'environnement prend part
à la rencontre. Dans l'actualité également de ce lundi 20 mai, la mort du président iranien Ibrahim Raïssi est décédé hier dans un accident d'hélicoptère dans une zone montagneuse de son pays. Tous les passagers de l'appareil, parmi lesquels figurait notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, ont trouvé la mort dans ce crash. Le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui au Sotrama, c'est le moyen de transport en commun le plus utilisé par la majorité des habitants de la capitale, un espace souvent très animé. Le temps d'un trajet, tous les sujets de la vie quotidienne y sont débattus. Enfin, les sports, le championnat national de football de Guiliba AC est à une victoire du titre de champion au moment où s'achève la 28e journée en foot féminin. Le tournoi des moins de 20 ans de la zone A de l'UFOA démarre ce lundi. Ce sera à Thiès au Sénégal. Le Mali y prend part. C'est du 20 donc du 20 au 30 mai 2024. Il est 7 heures passées de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Ndao. Mise en onde, Mamadou Diallo. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Tout de suite, les infos météo, c'est avec Ismaël Sissé. Retrouvez ensuite Fatim Dambélé pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.